messieurs, bonsoir. La communauté internationale a célébré le 8 mars le thème sur les droits, égalité et autonomisation des femmes et des filles. Au plan national, l'accent a été beaucoup plus mis sur l'accès des femmes aux documents d'identité pour une meilleure participation au développement. Dans ce numéro de débat éducation, nous allons recevoir une femme dans un premier temps. Voilà, elle est expert comptable diplômée, responsable de la filière expertise comptable et sciences de gestion à l'ESAM. L'ESAM, c'est l'École supérieure d'audit et de management. Ça sera le premier plateau. Le second plateau, on recevra des étudiantes. Voilà, elles viendront nous dire leur regard sur cette célébration et surtout sur le thème international. Débat thématique, c'est dans un instant. Je le disais, le thème que nous allons aborder porte sur celui retenu par la communauté internationale pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Alors, j'ai dans un premier temps sur ce plateau, Madame Victoire Fanny C. Elle est expert comptable diplômée, responsable de la filière expertise comptable et sciences de gestion à l'ESAM. Madame, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Toyi. Soyez la bienvenue pour une seconde fois sur ce plateau de débat éducation. Merci de m'avoir invité. Nous sommes informés de ce que la communauté internationale a retenu le 8 mars pour célébrer la femme, ses droits, ses avancées, ses défis. Et nous avons choisi donc d'échanger avec vous dans un premier temps et après les étudiantes que vous avez à l'ESAM, on va échanger aussi avec elles autour du thème international. Voilà, parce que au plan national, pratiquement 90% des acteurs, que ce soit politiques, associatifs, des ONG et autres, ont beaucoup plus mis l'accent sur le thème national. La toute première question, le thème de cette célébration, pour toutes les femmes, droit, égalité et autonomisation, selon vous, de quel droit s'agit-il? Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Toyi, de nous recevoir sur ce plateau. Lorsqu'on parle des droits de la femme, selon moi, nous abordons la question des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, c'est le droit à la vie, le droit au respect de la femme en tant qu'être humain. Et au-delà de ça, nous avons aussi les droits politiques, les droits socio-culturels et des droits économiques. Qu'est-ce que j'entends par droits politiques? Ce sont les droits des femmes à pouvoir participer aux décisions qui ont un impact sur elles, sur leur famille, sur la société. Voilà, donc ça passe par le droit de vote, par exemple. Ça passe aussi par l'exercice de responsabilité dans nos associations, dans nos institutions. Voilà. Et quand je parle de droits socio-culturels, j'entends par là le droit à l'éducation. Voilà. Parce que pour pouvoir transformer nos sociétés, il est important de pouvoir être éduqué. Le droit aussi à des soins de santé appropriés à des coûts abordables. Voilà. Et puis enfin, quand je pense au droit économique, c'est le droit des femmes à pouvoir avoir accès à des ressources qui leur permettent de se prendre en charge et de participer aussi à l'autonomie économique de leur famille, de leurs enfants. Merci. Maintenant, ma seconde préoccupation, selon vous, au vu de tous les droits auxquels les femmes doivent accéder pour une pleine autonomisation, pour une meilleure participation au développement, selon vous, ces droits sont-ils en régression ou gagnent-ils beaucoup plus le rang des femmes pour leur permettre véritablement d'être des actrices très très importantes dans le développement aussi bien de leur communauté, de leur famille et de leur pays? Je vais dire que, à mon avis, le bilan est contrasté. Okay. Il faut dire qu'il y a plusieurs avancées qui sont à saluer et à encourager parce qu'on a de plus en plus de femmes visibles qui sont des modèles et les femmes sont de plus en plus sensibilisées aussi aux possibilités qui leur sont offertes. Voilà, comme par
exemple, le thème national dont vous parlez, parce que avoir des papiers d'identité aujourd'hui, c'est tellement important pour pouvoir mener d'autres actions par derrière. Donc, en ce sens, il y a des avancées. Néanmoins, il est important aussi d'être conscient que il y a aussi des zones où beaucoup de choses restent à faire. C'est le cas, par exemple, dans les zones où il y a des conflits armés, parce que les femmes et les enfants sont les premières victimes dans ce genre de situation. Donc, il est important pour nous non seulement d'être sensibles pour chacun de nous à ce qui est positif, à nous en inspirer, mais aussi d'être conscient qu'il y a encore du travail à faire. Alors, vous avez déjà présenté, hein, vous êtes expert comptable diplômé, responsable de la filière expertise comptable et centre de gestion à l'École supérieure de management. Comment vous jouissez de certains de ces droits dans l'institution scolaire où vous exercez? D'accord. Ce que je peux dire, c'est que j'ai la chance d'être dans une institution où le fondateur, le directeur fondateur, M. Roger Mifetou, accorde beaucoup de prix aux femmes. Et il a déjà eu l'occasion de me partager de son expérience personnelle, puisqu'il disait que c'est sa mère aussi qui, par son caractère, par son engagement, qui l'a soutenu dans ses études et qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé au niveau international. C'est pour dire que, en ce sens, il encourage vraiment au sein de notre école ESAM les filles à s'exprimer. Il est à noter que au niveau de nos effectifs, déjà, nous avons plus de 55% de l'effectif qui est féminin. Lors des manifestations, les filles sont vraiment encouragées à s'exprimer. Je pense que vous aurez l'occasion, et vous avez déjà eu l'occasion de le constater aussi. Elles sont invitées, elles sont encouragées à prendre des responsabilités aussi au niveau associatif au sein de l'école. Et puis, moi-même, j'ai l'opportunité professionnellement aussi de pouvoir prendre en charge des responsabilités. Donc, c'est dire qu'il y a une certaine confiance qui est accordée aux femmes et aux jeunes filles au sein de l'école ESAM. Voilà. Alors, fidèles téléspectateurs, pour vous permettre de bien suivre notre invité avant le second plateau, on va suivre ensemble une des célébrations diffusées au journal de 20h à la télévision togolaise pour nous mettre un peu dans le bain de ce qui s'est réellement passé, que ce soit au niveau des acteurs politiques, au niveau associatif ou au niveau des ONG. Voilà, beaucoup se sont mis dans cette célébration pour montrer les grandes avancées et aussi les défis qui restent à relever. Les acteurs de la promotion des droits de la femme ont choisi un thème sur le plan international intitulé « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation ». Et sur le plan national, un thème aussi a été retenu qui est l'accès des femmes aux documents d'identité. Et s'inscrivant dans cette approche, le ministère de l'Enseignement supérieur a retenu également un thème et autour de ce thème va se tenir une sensibilisation sur l'importance des documents d'identité. Cette sensibilisation sera animée par l'Agence nationale d'identification, ANID Togo, et c'est l'opportunité aussi à cette agence de présenter un de leurs programmes qui est le programme d'identification nationale biométrique. Alors, les femmes du ministère de l'Enseignement supérieur sont là pour connaître ce programme, aider nos jeunes sœurs. Et nous avons constaté que, franchement, les femmes ont ce souci-là, surtout les femmes qui sont dans les milieux ruraux. Elles ont des difficultés à recevoir des prestations venant de l'État, à inscrire leurs enfants à l'école, à faire des prêts ou ouvrir un compte bancaire ou créer une entreprise. En tant que femme, ce que ça peut changer, c'est aller vers ces femmes qui n'ont aucun document d'identité pour aussi les sensibiliser et à se rendre dans les services concernés pour qu'on puisse leur délivrer un jugement supplétif. Comment jouir de tous ces droits, voilà, les droits dont vous venez de parler, eh bien, quels sont les impacts sur elle-même d'abord et sur sa famille, sans oublier que cela va rejaillir naturellement sur
le pays. Oui, quand une femme jouit des différents droits dont nous avons parlé, l'une des premières conséquences, c'est l'épanouissement. C'est une personne qui est épanouie, et une femme qui est épanouie, mais elle participe aussi positivement à impacter les personnes autour d'elle. Voilà. Donc cet épanouissement-là, c'est un épanouissement personnel, un épanouissement professionnel, un épanouissement culturel, un épanouissement aussi économique. Et comment ça rejaillit? C'est une femme aussi qui va influencer les autres à travers les valeurs qu'elle va diffuser. Elle va aussi être une source d'inspiration pour d'autres personnes. Elle va être une source de fierté pour sa famille aussi. Elle va être un modèle pour son époux, pour ses enfants, et même pour les personnes avec lesquelles elle a l'occasion d'interagir dans sa vie sociale en général. Voilà. Donc, et une femme qui a ces trois-là, c'est une femme qui prend confiance en elle et qui est capable d'insuffler confiance en eux aussi aux différentes personnes avec lesquelles elle rentre en contact. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, vous comprenez, au vu de tout ce qu'elle vient d'expliquer, que les parents, de toute façon, sont interpellés pour encadrer sur le même pied d'égalité, aussi bien les filles que les garçons, mais mettant beaucoup plus l'accent sur les filles, parce que c'est elles qui ne jouissaient pas véritablement de leurs droits, surtout le droit à l'éducation, parce qu'à partir de ce droit à l'éducation, d'autres droits viennent se greffer. Alors, nous l'avons dit, le thème international, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Alors, on va aborder juste le concept d'égalité, en parlant donc d'égalité pour les femmes et pour les filles. À quoi en réalité veut-on faire allusion selon vous? Selon moi, quand on parle d'égalité, on parle d'égalité d'accès. Égalité d'accès à l'éducation, comme je disais. Donner toutes les chances aux femmes, aux jeunes filles comme aux jeunes garçons de pouvoir en fait apprendre, grandir, s'instruire pour pouvoir demain être aussi quelqu'un qui apporte quelque chose de positif à sa société. Je pense aussi à l'égalité d'accès aux soins de santé. Voilà. Je pense aussi à l'égalité de traitement dans la vie professionnelle en général. Voilà. C'est-à-dire à travail égal, que les femmes soient traitées de manière juste. Voilà. Donc, quand on parle d'égalité, ce sont ces principaux éléments qui me viennent. Donc, je peux dire en synthèse égalité de chance. Ouais. Alors, pour que cette égalité-là soit véritablement vécue par les femmes, quels sont selon vous les défis qu'il faut relever? Et ces défis sont à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau seulement étatique ou bien au niveau familial et au niveau des institutions par lesquelles les filles transitent pour être demain des responsables dans la société? Oui, effectivement, il y a des défis à plusieurs niveaux. Donc, les défis qui sont à relever, à mon avis, ce sont déjà des défis culturels, des défis qui passent par l'éducation. Au sein des populations, nous soyons, quand je dis nous, c'est aussi bien les femmes que les hommes, que nous soyons sensibles à la question de l'éducation de la fille et de la femme. Parce qu'une femme qui est bien éduquée, c'est toujours un bénéfice positif pour notre société, pour notre nation. Donc, il y a ce défi-là et ça passe non seulement par des décisions au niveau institutionnel, au niveau étatique, pour favoriser l'éducation des jeunes filles, pour encourager cela, pour accompagner les initiatives qui sont faites en ce sens-là. Mais au-delà de cela, il y a aussi un engagement au niveau des familles, parce que l'éducation commence d'abord à la maison. Donc, il est important, à mon avis, qu'au niveau des familles aussi, les parents soient sensibles au traitement qu'ils ont envers leurs enfants, quel que soit leur sexe, et amener les filles à se faire confiance sans pour autant, bien sûr, abaisser les garçons, mais leur donner la possibilité de pouvoir exprimer leur plein potentiel à chacun. Donc, je peux dire que les défis sont aussi bien individuels que collectifs. Ce qui manifeste un peu de réticence à céder des espaces d'égalité de droit aux filles comme aux femmes, est-ce que vous comprenez leurs inquiétudes? C'est vrai que la première tentation, ce serait de juger l'autre. Mais je pense que chacun de nous est amené à faire preuve de
compréhension et d'empathie, ce qui d'ailleurs fait partie de nos valeurs aussi au sein de l'école ESAM. Donc, ce que j'entrevois par rapport à ce genre de comportement de réticence, ce sont plutôt des sentiments d'ignorance et de peur. Voilà, parce que souvent on a peur de l'inconnu et parfois on pense que c'est en rabaissant l'autre qu'on s'élève, alors que ce n'est pas vrai. Voilà, donc je pense que par rapport à cela, ça rejoint ce que je disais, il est vraiment important pour chacun de nous de travailler sur non seulement l'éducation, mais les valeurs de respect. Comprendre que chaque personne est digne et a du potentiel. Voilà, des valeurs d'empathie, être capable de se mettre à la place des autres. Et je pense que ceux qui ont peur, ceux qui sont ignorants, ceux qui sont réticents par rapport à cette égalité-là, en fait, en faisant cet effort, ce pas de compréhension aussi, et cette vision de voir tout ce que cette possibilité d'égalité peut amener, ça peut les amener à changer aussi. Et puis, je me dis que c'est bénéfice pour tout le monde. Voilà. Et puis, au-delà de cela, parfois, il y a une mauvaise compréhension, à mon avis, d'égalité. Voilà. Je pense qu'on devrait davantage penser complémentarité plutôt que rapport domination, dominant, dominé. Voilà, donc c'est ce travail-là que chacun de nous devons faire. Donc face à quelqu'un qui est réticent, je me dis, ça passe par le dialogue, par la sensibilisation, plutôt que de rester braqué, de juger cette personne. Alors, et qu'est-ce que votre institution fait pour que le profil de sortie, aussi bien des filles que des garçons, permettent de relever ce défi de la bonne compréhension du concept d'égalité face à la fille et à la femme. Au sein de l'école ESAM, en fait, nous avons mis en place, par exemple, des après-midi où nous avons des échanges sur les valeurs de l'école. Très bien. Voilà, donc c'est l'occasion, en fait, pour les élèves d'avoir... Filles comme garçons. Voilà, filles comme garçons, de pouvoir s'exprimer sur ces différentes valeurs-là, de pouvoir réfléchir ensemble par rapport à cela. Voilà, et je pense que au-delà de ça, nous avons aussi un concours, le concours d'éloquence que nous organisons chaque année. Cette année, c'était la 9e édition. Et donc, c'est l'occasion pour nos élèves de pouvoir réfléchir à ces différentes valeurs, mais aussi c'est l'occasion, même pour les filles, de démontrer en fait leur capacité à savoir s'exprimer, à savoir convaincre, à savoir influencer, impacter aussi par les paroles, par les discours, par la réflexion qu'elles ont. Et c'est l'occasion, parce que c'est un concours qui est ouvert à tous, hein, aussi bien les garçons que les filles, mais en général, on se rend compte qu'à la finale, on est souvent dans une proportion 60-70% de filles par rapport aux garçons, même si au départ, voilà, tous sont invités à y participer. Donc, ce sont des initiatives qui montrent aussi aux cadets, voilà, des modèles, déjà même à leur niveau au sein de l'école, de voir que oui, les filles sont capables de faire des choses et de bien les faire aussi. Et puis, je pense que ces modèles-là nous accompagnent. Quand je dis nous, c'est aussi bien le personnel que même les élèves nous accompagnent pour la suite. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qu'on voit qu'on est amené à reproduire ou à diffuser. D'où l'importance au niveau de l'école d'encourager vraiment les filles à s'exprimer, mais pas seulement les filles, mais même les garçons. Donc, et puis comme c'est une phrase qui revient souvent lors des échanges avec le directeur général, il dit « mes filles sont précieuses ». Voilà. Donc, qu'elles soient conscientes aussi de leurs valeurs. Ça, c'est vraiment important pour se faire confiance, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, si vous nous avez pris au vol, retenez que nous sommes en train d'aborder le thème international du 8 mars, libellé comme suit: pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Alors, nous sommes pour l'instant sur ce plateau avec Madame Victoire Fagnissé. Elle est expert comptable diplômée, responsable de la filière expertise comptable et sciences de gestion à l'ESAM. L'ESAM, c'est l'École supérieure d'audit et de management. Madame, avant de vous laisser partir, voilà, pour céder vraiment la place à vos filles que vous formez à l'ESAM, pour qu'elles nous donnent un peu leur regard sur le thème international, on va aborder toute dernière question. Quel avantage pour la société
quand les femmes et les filles sont autonomes, puisque l'autonomisation aussi fait partie du thème international. Oui, oui. Quand on dit déjà autonomie, c'est autonomie de pensée. C'est aussi autonomie économique. C'est ça. Et une femme qui pense par elle-même est capable d'avoir un esprit critique, capable de discerner, capable de prendre de bonnes décisions. Et donc, il est important que les femmes soient éduquées à apprendre à penser par elles-mêmes pour pouvoir tracer leur chemin. Quand on parle d'autonomie aussi, c'est l'autonomie économique. En général, quand une femme est autonome économiquement, son argent, c'est pas simplement pour elle. Elle a tendance à s'engager socialement, elle a tendance à poser des actes aussi au niveau de sa famille et finalement, il y a beaucoup de personnes qui en bénéficient. Donc, comme on le dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc, de la même manière, encourager des femmes à devenir autonomes, c'est donner la possibilité à la nation d'avoir davantage de perspectives, d'évolution, de progression, parce que ces femmes-là vont aussi être des personnes qui vont tirer d'autres personnes vers le haut. Donc, on ne peut qu'encourager en fait l'autonomie des femmes, bien sûr, dans le respect de la diversité des genres. Et tout cela passe par l'éducation formelle et l'éducation à la maison. Oui, ainsi que la promotion des valeurs au sein de notre société. Alors, avant de vous laisser partir, je vais vous donner l'opportunité, dans votre mot de conclusion, d'adresser un mot aux familles et aux filles comme aux garçons. Merci bien, Monsieur Toyi. La Journée internationale de la femme nous offre l'occasion de réfléchir sur le rôle de la femme, mais aussi sur ses droits. Et le thème qui nous est donné cette année au niveau international est le bienvenu parce que pour nous tous en tant qu'individus, en tant que famille, il est important de savoir que chacun de nos actes peuvent être un élément positif dans l'avancée en ce qui concerne les droits de la jeune fille et de la femme. Cela passe par le respect au niveau individuel des femmes, des filles, pas seulement de nos mamans, mais de nos amis aussi. Voilà, amis filles. Au-delà de cela, c'est l'occasion aussi, même au niveau collectif, au niveau étatique, au niveau institutionnel, de penser les possibilités de promotion de la femme, de mettre en lumière des modèles, voilà, qui vont inspirer les femmes. Et j'ai envie aussi d'encourager nos mamans, nos jeunes filles à être des modèles. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'engagement de chaque jour. Et c'est en étant des modèles, en côtoyant d'autres personnes qui sont inspirantes, que nous pouvons faire avancer les questions des droits, d'égalité et d'autonomie de la femme. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous disons merci à Mme Victoire Fanissé, expert comptable diplômée, responsable de la filière expertise comptable et sciences de gestion à l'ESAM. Merci Madame d'avoir participé à cette émission et je crois que votre message est bien perçu par les mamans, par les parents, par les filles et aussi par les garçons. Voilà, donc nous allons maintenant recevoir les filles sur ce plateau, parce que quand on a vu un peu la célébration, on ne semble pas voir suffisamment de filles dans les manifestations du 8 mars. Elles vont donner leur avis et leur regard sur cette célébration. Nous sommes avec maintenant les étudiantes pour explorer toujours le même thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Alors sur ce plateau, deux invités cette fois-ci, de ma gauche vers ma droite, mademoiselle Aoré Marie Immaculée, elle est en master comptabilité. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À ma droite, mademoiselle Nagouchana Esther. Elle est en licence 1 à ESAM, les deux sont ESAM. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous avez suivi ensemble l'actualité au plan national comme international, c'est la célébration du 8 mars. On va vous permettre de revivre un des reportages, parce qu'il y a plein de reportages sur la journée du 8 mars. Nous allons suivre un des reportages avant de revenir sur ce plateau. C'est une jeunesse déterminée, engagée et attentive à cette conférence débat sur l'implication des femmes dans la sphère politique. Face à elle,
Des panélistes chevronnés, bien conscients des défis qui représentent cette mission exigeante. Pour construire un avenir inclusif en matière de participation politique des femmes, il est essentiel de changer les normes culturelles et sociales. Quelle stratégie préconisez-vous pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour que nos femmes, dans les milieux ruraux, puissent avoir accès à la terre et puissent s'autonomiser? La plupart des jeunes filles, quand vous les voyez sur les réseaux sociaux, elles montrent leur nudité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter cette hémorragie? Au-delà des échanges d'idées, l'objectif est clair, apporter des réponses aux nombreuses interrogations soulevées avec une question centrale qui retient l'attention de tous. Pourquoi est-il si difficile pour les femmes de prendre part activement à la vie politique de leur pays? Il est important de prendre en compte plusieurs facteurs. On peut déjà évoquer des facteurs juridiques et institutionnels. On peut prendre pour exemple l'exigence des parrainages, le versement des cautionnements pour participer en tant que candidat à certaines élections. Ce sont des mesures qui ne visent pas particulièrement la femme, mais quand on voit un peu les conditions économiques de la femme et autres, ces mesures se présentent comme étant indirectement des obstacles. Quand bien même nous avons des tests qui obligent d'une certaine manière les partis politiques à impliquer les femmes, ce n'est pas toujours facile de donner une bonne place par exemple aux femmes et de les présenter comme étant candidates des partis politiques ou alors de les présenter comme étant des têtes de file lorsque nous sommes par exemple en phase des scrutins de liste. Donc tous ces défis restent à relever. Un des défis fondamentaux, c'est l'engagement personnel des femmes elles-mêmes. Je pense qu'il y a un travail à faire sur les femmes elles-mêmes, qu'elles puissent se décider, avoir suffisamment confiance en elles pour briser les barrières, pour se présenter, que ce soit déjà en tant qu'électrice, mais aussi en tant que candidate, et même au-delà de cela, pour être présente dans la sphère de la décision politique. Femme, autonomie, audace, 3 mots-clés qui résonnent comme un appel à l'engagement, à une prise d'initiative accrue pour influencer les décisions majeures de l'État. Ici, l'idée, c'est de vraiment sensibiliser les jeunes filles, c'est de leur dire qu'elles peuvent. C'est de dire aussi aux parents qui nous suivent de donner l'opportunité de chance, de valeur à leur progéniture. Cette initiative de la Fondation Agir ensemble pour l'Afrique vient renforcer les actions du Togo en faveur de la femme, notamment l'élaboration en 2011 d'une politique nationale pour l'équité et l'égalité de genre, revisitée en 2019. Le Togo va encore plus loin en intégrant une stratégie nationale d'inclusion du genre dans ses politiques publiques et en renforçant la lutte contre les violences basées sur le genre. Une avancée majeure qui rappelle que l'égalité entre les sexes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi un levier essentiel pour la paix et la stabilité du pays. Mademoiselle Auré Marie et Mademoiselle Nagou Chana Esther, vous avez suivi le reportage, votre commentaire. On va commencer par Auré Marie. Alors je vous remercie monsieur. À travers cet élément, on comprend que l'appel est lancé aux femmes. On demande aux femmes aujourd'hui de s'affirmer. On demande aux femmes de travailler afin de pouvoir prendre part principalement au débat politique, mais aussi à la vie en général. Ce que j'ai compris et que je retiens, c'est qu'on demande non pas de sortir de nos cultures, mais d'enlever de nos cultures tout ce qui ne permet pas à la femme d'être mise en avant. Les femmes doivent travailler dur, quelles que soient les responsabilités qu'on leur confie, afin de pouvoir toujours être les meilleures, afin de montrer qu'elles sont aussi capables de participer à la vie politique et de prendre des décisions importantes. Merci. Alors, Mademoiselle Nagou, votre commentaire sur l'élément qui est diffusé. Je vous remercie. Le point le plus important à retenir dans le reportage qui a été diffusé est que les femmes sont appelées à se réveiller, à prendre leur vie en main, à prendre leurs décisions. Elles sont appelées à ne plus se taire, à ne plus se laisser dominer par les choix de la société. Il est vrai qu'il y a des lois, des droits,
qui ont été instituées pour les aider au développement. Mais si elles-mêmes ne se sensibilisent pas, si elles-mêmes ne se réveillent pas, si elles-mêmes ne prennent pas leurs décisions, ces droits-là n'auraient servi à rien. Voilà. C'est ça. Au niveau de l'égalité, comment vous vivez ce concept-là d'égalité, disons en famille d'abord et dans votre institution? Est-ce que c'est véritablement une réalité? Alors déjà, l'égalité entendue comme la capacité d'être traité au même niveau, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge ou quel que soit le statut social. Au niveau de la famille, moi j'ai des frères, j'ai aussi des sœurs et nos parents nous ont toujours donné les mêmes chances, que ce soit en termes d'éducation. Donc pour faire les études supérieures, on a toujours eu les mêmes chances. On est toujours encouragé au même titre. Lorsqu'on a des passions, lorsqu'on a des talents, nos parents nous ont toujours encouragés. Donc je ressens cette égalité dans la famille. En ce qui concerne l'école à l'ESAM, notre directeur nous a toujours encouragés, surtout les filles. Que ce soit pour le concours d'éloquence, il y a toujours cette égalité. Les filles comme les garçons, nous avons toujours les mêmes chances. Même lorsqu'il s'agit de nous organiser en ce qui concerne le bureau des étudiants, il y a la présence de filles, il y a aussi la présence de garçons. Donc le concept de l'égalité est vraiment très respecté, que ce soit en famille et à l'école. Voilà. Alors, mademoiselle Nagou, est-ce que c'est le cas à votre niveau, en famille comme dans votre institution? Ok. Déjà, moi, je suis enfant unique. Donc, je n'ai pas vraiment d'expérience de la vie entre frères et sœurs. Mais ce que je peux retenir, c'est que mes parents m'ont toujours appris que j'ai les mêmes chances que les garçons, j'ai les mêmes possibilités que les garçons. Il n'y a pas un domaine dans lequel je ne peux pas m'aventurer juste parce que je suis une fille. Ils m'ont toujours encouragée. Donc au niveau de la famille, même si je n'ai pas cette expérience-là, j'ai reçu l'éducation, je ressens quand même cette égalité fille-garçon. Maintenant, comme ma camarade, ma grande sœur Aurée l'a dit, au milieu scolaire, à l'ESAM, on ressent toujours cette égalité parce qu'il n'y a pas de discrimination entre les filles, que ce soit au niveau de la disposition des salles de classe. Nous sommes tous dans les mêmes salles. Il n'y a pas d'activité organisée qui soit interdite d'accès aux filles. Nous avons tous les mêmes chances. Comme elle a dit, au niveau du concours d'éloquence, les filles, tout comme les garçons, avaient accès, avaient cette possibilité-là de venir s'essayer, de s'exprimer, de partager ses idées. Donc on ressent vraiment cette égalité-là à l'ESAM. À entendre nos deux invités, les étudiantes sur ce plateau, partager leurs expériences familiales comme étudiantes, je crois que ça doit être la même chose dans toutes les familles. Et si ce n'est pas le cas, je crois que c'est l'occasion que les parents, voilà, qui n'ont pas encore institué formellement cette égalité d'accès aux droits à tous les enfants, filles comme garçons, même enfants handicapés, voilà, on n'en avait pas parlé, il faut que cela soit ainsi pour permettre à chacun de jouir de ses droits pour participer efficacement au développement du pays. Si il vous arrivait, parce que c'est vrai, votre cas est un peu exceptionnel, voilà, parce qu'il y a que vous avez témoigné de ce que vos parents, de ce que les responsables de l'institution de provenance, les deux ont mis vraiment toutes les dispositions pour que vous ayez vraiment accès à tous les droits et égalitaires. Maintenant, ce n'est pas la même chose partout. Voilà, c'est pas la même chose partout. C'est pour ça que la célébration est instituée pour que, véritablement, ce qui manque ailleurs, que les autres puissent avoir cet accès. Maintenant, c'est comme si demain vous serez des décideurs à tous les niveaux, que ce soit en famille, comme vos parents aujourd'hui, ou au niveau de la vie publique. Qu'est-ce que vous prendrez comme décision pour faire avancer véritablement ces droits, pour que aucun enfant, fille comme garçon ou enfant handicapé, ne soit privé de ces droits? D'après moi, la chose essentielle à savoir et à faire
c'est la sensibilisation. Tout à fait. Qui commence déjà par sensibiliser les hommes. Demander aux femmes de s'affirmer, ce n'est pas demander aux hommes de s'abaisser. Et c'est encore moins demander aux femmes d'être supérieures aux hommes. Nous sommes dans une société où, malheureusement peut-être, plutôt la culture n'a pas toujours mis les femmes en avant. Dans la plupart de nos cultures africaines, il y a des sujets que la femme ne doit pas aborder, il y a des cérémonies au cours desquelles la femme n'a pas le droit de parler. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les concepts d'autonomisation, d'émancipation et surtout de féminisme sont assez mal vus. Donc il faut commencer par sensibiliser les hommes, pas seulement les hommes, aussi les femmes, pour que les uns et les autres comprennent que c'est vrai, nous avons nos cultures, mais c'est aussi important de voir des femmes qui s'affirment. Donc sensibiliser et surtout éduquer les jeunes filles dès le bas âge à comprendre que oui, nous avons nos cultures, nous sommes enracinés, mais les filles ont les mêmes chances que les garçons. Si aujourd'hui un garçon veut être pilote d'avion, une femme peut aussi le faire. Les actions que je pourrais encourager et mener, ce serait la sensibilisation et surtout la promotion de femmes modèles, de vrais modèles. Tout à l'heure dans le reportage, on parlait de jeunes filles qui s'exposent sur les réseaux sociaux. C'est assez dommage parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de vrais modèles. Les vrais modèles ne sont pas toujours mis en avant ou ne sont pas aussi vus que ceux qui ne sont peut-être pas des modèles. Et c'est ce qui est dommage. Il faut montrer à la jeunesse de vrais modèles, des femmes qui ont réussi, pas forcément dans la case de carrière, mariage et enfants, pas forcément, mais des femmes qui excellent dans le domaine dans lequel elles sont. Tout à fait. Alors, Mademoiselle Nalou, demain vous serez décideur en famille, décideur dans la vie publique. Alors, qu'est-ce que vous feriez pour faire avancer d'un pas tout le travail qui est en train de se faire, aussi bien par les politiques, les ONG, les parents et autres qui ont compris que l'accès aux droits des femmes et des filles doit être une réalité pour toutes et tous. Selon moi, une action qu'il faudrait vraiment accomplir pour faire avancer ce travail-là, ce serait une sensibilisation, mais une sensibilisation continue. Ne pas seulement attendre le 8 mars pour parler des droits de la femme, mais le faire tout au long de l'année. Parce que le droit de la femme ne s'arrête pas seulement à la journée du 8 mars ou bien au mois de mars, excusez-moi. Mais c'est tout au long de l'année, que ce soit en famille, que ce soit au travail, dans n'importe quel domaine et à n'importe quel niveau. Il serait également très bien qu'on puisse l'ajouter au programme de ECM, pourquoi pas, au programme de ECM, un chapitre ou des chapitres sur les droits de la femme pour pouvoir sensibiliser les jeunes dès le bas âge, dès les bancs. Également, en parler autour de nous, parler à nos parents, parler à nos aînés, parler à nos petits frères pour que ce soit vraiment une sensibilisation continue et accrue un peu partout. Alors, avant de boucler cette émission avec mes deux invités, nous avons une autre étudiante que nous allons écouter. Voilà, elle aussi va se prononcer sur comment elle vit cette égalité de droits en famille et dans son institution. Et si elle est décideur demain, à quelque niveau que ce soit, c'est là le pouvoir, quel acte elle prendrait pour faire avancer davantage les droits des filles à l'égalité et à l'autonomisation et à tous les droits dont nous avons parlé depuis le début de cette émission. Au sein de la famille, il y a une certaine égalité. Nos parents ont toujours prôné l'égalité. Donc, mes frères, mes sœurs et moi-même, nous avons toutes nos chances. Et voilà, il y a ce sentiment de sécurité-là. Par rapport à l'école, déjà, il faut savoir que notre école est ouverte à la mixité. Donc, nous avons tous la possibilité de participer aux événements de l'école. Près de 60% de notre association des élèves est constituée de filles, sans pour autant éloigner les garçons. Mais c'est pour ainsi dire que l'école nous donne cette confiance-là de pouvoir nous exprimer et de
nous donne des postes de responsabilité. Pour la deuxième question, qui est de savoir qu'est-ce que je pourrais proposer en tant que décideur. Déjà, il faut renforcer l'éducation à l'égalité dès l'enfance. Il faudrait prôner l'égalité pour les enfants, puisqu'on remarque dans certaines familles qu'il y a souvent des parents qui ont des enfants préférés et il y a d'autres qui sont délaissés. Aussi, il faut appliquer des sanctions contre les discriminations et les violences. Les violences faites aux femmes, toutes sortes de violences. J'ai suivi un documentaire qui donnait la parole à un violeur. Il devait s'exprimer de savoir pourquoi il a violé une femme. À travers ses propos, on remarque qu'il considère la femme comme une chose. Donc il faudrait revoir l'éducation des hommes. Aussi, il faut multiplier les émissions sur les droits de la femme, histoire de promouvoir des modèles de femmes pour pouvoir aider la jeunesse. Et enfin, encourager les entreprises à adopter des politiques inclusives. On va terminer notre entretien avec une toute dernière question. Comment une fille doit procéder pour acquérir son autorisation? Voilà, c'était ça la question. La première chose à faire, c'est d'abord de s'affranchir des préjugés. Ce sera déjà pour les adultes, des femmes déjà adultes, à s'affranchir des préjugés. Si les adultes n'ont plus de préjugés et sont plus confiantes, ont plus d'estime d'elles-mêmes, elles pourront le transmettre à leurs petites sœurs. La deuxième chose, ce serait de chercher à être indépendante. Indépendante financièrement. Pour celles qui ont eu la chance de faire des études, cela passe par le fait de chercher à embrasser de brillantes carrières. Et pour celles qui n'ont peut-être pas eu la chance de faire des études, à apprendre un métier. Parce qu'une femme qui est indépendante financièrement est forcément autonome. Parce qu'elle peut se prendre en charge. Elle peut prendre ses propres décisions. Et aussi, ce serait une aubaine pour elle pour apprendre à gérer ses ressources. Si elle peut gérer ses propres ressources, elle pourra demain gérer les ressources, pourquoi pas, d'un pays ou d'une grande entreprise. Et vos moyens d'action, c'est quoi? C'est la sensibilisation, c'est des décrets que vous prendrez, c'est d'encourager les ONG à s'inscrire dans cette logique. Quels sont vos moyens d'action? Comment vous allez procéder pour y arriver? D'abord, il faut beaucoup de sensibilisation. Et je pense qu'il faut aussi punir. C'est important de punir. Si on se rend compte qu'il y a des cas de violence faites aux femmes, il faut non seulement punir et montrer aux uns et aux autres qu'on a puni ceux qui se sont mal comportés, ceux qui ont violenté des femmes, qui ont méprisé des femmes, pour que ça serve de leçon à tout le monde. Tout à fait. Alors, vous vous apprêtez pour votre mot de conclusion, en attendant que nous nous tournons vers mademoiselle Nagou pour répondre à la même question. Vous saurez comment allez-vous procéder pour plus d'autonomisation de la fille? Pour plus d'autonomisation de la femme et de la fille, il faudrait aider les femmes, mais il faudrait aussi que les femmes se laissent aider. Pour aider les femmes, on peut financer leurs projets, financer leurs études, les encourager, les sensibiliser les personnes qui sont autour d'elles. Mais il faudrait aussi qu'on puisse se laisser aider, qu'on puisse se débarrasser des préjugés, qu'on puisse se débarrasser des règles oppressantes, des coutumes, des cultures et des religions. Il faudrait aussi qu'on fasse le premier pas, qu'on puisse chercher l'indépendance financière, l'indépendance morale. Alors, on tente pratiquement vers la fin donc, de cette émission. Votre dernier mot qui sera un message à l'endroit des filles et, je crois, des familles. Alors, moi, j'aimerais lancer un appel à toutes les jeunes filles et à toutes les femmes. Être une femme, c'est une grâce. Parce que ce sont les femmes qui portent la vie. Sans les femmes, il n'y a pas de société. Et il est temps aujourd'hui que les femmes arrêtent de se victimiser. Je pense que nous savons toutes que personne ne va mener notre combat aussi bien que nous-mêmes. Et c'est handicapant d'être toujours dans la position de celles qui demandent, de celles qui font pitié, de celles qui vont attendre qu'on vienne nous aider. Toutes les femmes, quel que soit le domaine dans lequel elles sont, doivent travailler à être les meilleures. Moi, quand je me retrouve dans un milieu où il y a des hommes, je me dis toujours que
je dois bien me comporter parce que je représente toutes les femmes. Et c'est comme ça que les femmes doivent réfléchir aujourd'hui. Que vous soyez vendeuse au marché, que vous soyez étudiante, que vous soyez chef d'entreprise, dites-vous que tout ce que vous faites, vous représentez toutes les femmes. Et donc vous devez être porteuse de valeurs. C'est ça, porteuse de valeurs. Vous devez être respectueuse, vous devez travailler dur. Parce qu'une femme doit toujours travailler 2 fois plus que les hommes. Donc, c'est ce que nous devons faire. Les jeunes filles aujourd'hui, nous ne devons pas nous adonner à la facilité. Parce que quand tu t'adonnes à la facilité, tu n'es pas fière de toi. Tu ne peux pas crier haut et fort pour dire voilà ce que j'ai. Tu es obligé de te cacher et parfois de mentir. Donc moi, j'aimerais dire à toutes les filles aujourd'hui et aux femmes, nous avons besoin de travailler pour nous imposer dans cette société. Et nous ne pouvons plus rester dans la position de victime. Merci beaucoup. Votre mot de conclusion? Et j'aimerais rappeler, comme Madame Victoire et comme Mademoiselle Auré l'ont déjà dit, que le fait de donner les chances aux femmes, ce n'est pas essayer de rabaisser les hommes, ce n'est pas essayer de voler leur place dans la société. C'est juste un moyen de développer leur potentiel dans la société pour les permettre de contribuer également comme les hommes le font. C'est un complément qu'on demande. On ne cherche pas à rabaisser qui que ce soit, on cherche juste à pouvoir avoir les mêmes chances, à pouvoir se développer comme les hommes le font, à pouvoir suivre nos passions comme les garçons le font également. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés donc à la fin de ce numéro de débat éducation qui a porté sur l'exploration du thème 8 mars qui est intitulé comme suit: pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Comme vous l'avez suivi, nous avons eu 2 plateaux. Le premier plateau avec Madame Victoire et le second avec les 2 étudiantes avec lesquelles je suis sur ce plateau, plus une que nous avons interviewée. Donc, nous vous disons véritablement merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Débat sur l'éducation la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.